Bonjour, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour cette nouvelle discussion sur un sujet quand même brûlant, dont on parle quasiment tous les jours. Une intelligence artificielle dont on va voir, on en a parlé ce matin avec Daniel, qui ne date pas d'hier. Hein. La première fois que l'expression intelligence artificielle a été prononcée, c'était en 1956. En tout cas, on attribue ça au professeur John McCarthy. L'idée aujourd'hui, c'est de nous intéresser à toutes les implications de l'intelligence artificielle, les applications de propriété, les notions de travail. Hein. Il y a une entreprise qui a fait beaucoup de bruit, qui est basée à Courbevoie, en disant qu'elle avait licencié plus de 200 personnes à cause de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'était une excuse? Est-ce que c'était la vraie raison? On va parler de responsabilité, d'éthique, des rôles que peuvent jouer les gouvernements dans cette accélération technologique, dans la recherche, qui peut donner un peu le tournis, mais est-ce qu'on joue un peu aussi à se faire peur, ou est-ce qu'on en est véritablement dans la recherche? On a eu un super exposé tout à l'heure de Laurence. Alors, Laurence De Villers est avec nous. Elle est à la fois professeure à la Sorbonne, chercheuse au CNRS, présidente de la Fondation Blaise Pascal. Je t'intéresse à l'émotion des machines, à l'éthique. Et pour parler avec toi aujourd'hui, on a la chance d'avoir à nos côtés Daniel Handler. Donc Daniel est mathématicien. Il s'est beaucoup intéressé au fondement des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. Il a fondé le département d'études cognitives de l'école normale supérieure. Et il a publié très récemment ce livre chez Gallimard, Intelligence artificielle et intelligence humaine, la double énigme. C'est un livre très intéressant, très profond, parce qu'on revient là aussi sur l'histoire de l'intelligence artificielle. C'est un terme qui ne faisait pas l'unanimité à sa création, tu l'as rappelé tout à l'heure. Et puis, qui encore aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent si une machine peut véritablement devenir intelligente, avec toutes les phases de l'intelligence artificielle, on en a parlé, l'intelligence artificielle symbolique, le deep learning, et puis les soubresauts comme le modèle Transformer, qui est apparu en 2017 et qui est peut-être une des explications du succès actuel de ChatGPT, qui est apparu il y a un peu moins d'un an, mais qui fait qu'on parle d'intelligence artificielle quasiment tout le temps, parce qu'on a peut-être l'impression de s'être trouvé un confident, mais on voit aussi que ces modèles de langage, ça pourra avoir des implications industrielles, avec la création peut-être de nouveaux matériaux, par exemple. Alors, juste avant de lancer le débat, on va peut-être tourner autour de l'éthique, où on vous invite véritablement tous, hein, c'est ce qu'on a fait ce matin, ça a super bien marché avec Daniel, à intervenir. Dès que vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas, vous levez la main. On n'attend pas la fin. Je voudrais vraiment que tout le monde se parle. Je sais que Daniel a plein de questions à poser à Laurence, par exemple. Donc c'est vraiment le but, que moi je m'efface, vous parlez, et puis il y a un maximum d'échanges qui se fassent. Mais j'avais une petite question à poser à Laurence, c'est en réaction à la présentation qu'elle vient de donner. Et elle nous a expliqué, enfin je schématise volontairement, mais que le modèle ChatGPT, pour nous, ça nous a apparu à la figure, entre guillemets, le 30 novembre de l'année dernière. Mais en réalité, c'était déjà en préparation depuis plusieurs années. Hein. Toi, tu suivais tout ça. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont en préparation que ni vous ni moi ne sommes au courant et qui pourraient peut-être nous surprendre dans les prochains mois? C'est la première question que je voulais te poser, Laurence. Merci. Donc, oui, effectivement, on était au courant avant l'arrivée de ChatGPT, puisqu'en fait, il y avait les précurseurs, hein, GPT-2, enfin, il y a eu plein de versions. Et alors, ce qu'on avait comme retour, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de version bêta à tester dans les labos parce que c'était trop dangereux. Vous voyez ? Intéressant, non? Et donc, quand arrive GPT 3.5 dans ChatGPT, hein, c'est le modèle de fondation à l'intérieur de cet agent conversationnel, c'est-à-dire qu'il va chercher non pas ses réponses sur Internet, mais il va interroger le modèle. Eh bien, on a été un peu surpris, nous, les chercheurs, que ça soit comme ça. C'était une prise de position économique. Donc, il faut faire attention. Derrière le déploiement comme ça d'outils gratuits pour tout le monde, c'est la recherche d'être le premier à l'avoir fait, donc, une certaine dépendance, et puis derrière tout un marché industriel, parce qu'ils le vendent maintenant avec des versions plus abouties. Qu'est-ce que va être demain? Eh bien, il y a un autre bouleversement qui va suivre, je pense, et qui va peut-être prendre un peu de temps quand même, qui sont ces machines émotionnelles. Donc, c'est mon sujet de recherche. Parce que, comme le dit très justement Yann Lequin, c'est un avis que je partage, c'est pas plus de données dans la machine qui va nous rendre la machine plus intelligente. On dit, d'ailleurs, intelligence, c'est très galvaudé tout ça. Mon frigo est intelligent, votre montre aussi, enfin tout le monde, tous ces objets deviennent intelligents.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont des capacités nouvelles, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents. Ils ne sont pas sensibles, ils ne sont pas très malins, ils n'imaginent rien, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas de conscience. Enfin bon, il faut revenir à quelque chose de vraisemblable. Mais il n'empêche que ce que je vois comme bouleversement arriver, ce serait peut-être un ange gardien que chacun aurait sur l'épaule, hein, qui sera un chatbot qui vous donne des conseils et qui apprend de l'environnement dans lequel vous êtes. Il va apprendre avec vous à interagir avec vos enfants, vos voisins et à écouter le monde. Et tant qu'on n'aura pas des machines incarnées dans notre monde pour comprendre l'environnement, on aura toujours des ChatGPT un peu pâteaux qui ne comprennent pas. Quand je prends ChatGPT et je le mets sur un robot, il ne comprend rien à l'environnement. Hein. Il ne comprend pas la temporalité, il ne comprend rien à l'espace. Et puis, il peut vous dire de sauter par la fenêtre, ça n'a aucune incidence pour lui. Hein, sauter par la fenêtre. C'est comme si on sautait d'un tabouret. Hein, c'est pareil. Bon. Donc, il n'y a aucune notion de morale, d'affect, de danger, de conscience, de rien. Donc, pour l'instant, ces machines, elles manquent d'intérêt. Elles sont intéressantes juste pour pondre des résumés, des synthèses. Et là, on pense qu'il y a un vrai intérêt. Mais demain, quand elles vont être émotionnelles, elles risquent de nous manipuler encore plus, comme la petite fée clochette là, que j'ai montrée en vidéo tout à l'heure. C'est-à-dire une espèce de Tamagotchi à la maison qui vous attend, qui vous prodigue le minimum syndical de l'émotion et du « je suis là pour toi ». Et tout à l'heure, tu parlais justement d'un projet de Yann Lequin, donc tout à l'heure on l'a évoqué, donc qui est un des prix Turing, hein, un des 3. Donc c'est l'équivalent très, très rapidement du prix Nobel en informatique. Ouais, il y a eu 3 prix Nobel en informatique, 3 prix Turing, Hinton, Turing et aussi Joshua Bengio, qui est au Canada, qui lui est resté plutôt chercheur, et les 2 autres étaient chez Google et chez Meta. Et le projet de Yann Lequin, c'est pas toutes ces données qui vont apporter quelque chose, c'est de créer une intériorité à la machine, des émotions, donc peut-être de la douleur, voilà. Et la machine, elle a de la douleur et de la satisfaction dans satisfaction. Et puis en fonction de ce qu'elle fait, eh bien, on va renseigner ces variables, si vous voulez, si je simplifie. Et du coup, on lui met aussi un espèce de fonctionnement, comme nous les humains, d'homéostasie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque j'ai faim, je vais chercher à manger. J'essaie d'équilibrer mon organisme. Et donc là, la machine va aussi essayer d'équilibrer ces variables de plaisir, déplaisir, comme on le fait, mais de façon très simplifiée. Et elle apprendra des choses différemment. Et donc, je pense qu'il y a une fulgurance d'apprentissage dans notre environnement avec ces capacités de ressenti qui ne sont pas un vrai corps. Alors, si on partait dans du cyborg, c'est-à-dire si on arrivait à hybrider la cyborg et ces machines, peut-être qu'on arriverait à faire des choses encore plus étonnantes et encore plus dangereuses. On n'est pas encore là, mais il se trouve qu'il y a des systèmes qu'on va commencer à voir naître qui sont de cet acabit. Alors, pour l'instant, ils vont apprendre très lentement des choses, mais peut-être qu'ils pourront aussi, comme dans les LLM, partager des connaissances. Et donc, du coup, finalement, apprendre à tous les endroits du monde différents, des choses différentes, qui vont pouvoir réutiliser ensemble. Il y a peut-être une fulgurance là-dessus aussi qu'on ne voit pas encore. En tout cas, l'affect, ça va être un sujet pour les 10 prochaines années. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu des stop and go depuis 56, c'est-à-dire qu'il y a des hivers de l'IA, mais parfois il y a des accélérations qui nous surprennent. Et il y a un papier, alors ça va peut-être te faire bondir, mais qui m'avait fait réagir, on en a parlé tout à l'heure. C'est un papier sur la conscience des machines, tu sais, qui a été co-signé par Joshua Bengio, où on explique. Alors, c'est ça qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de sens commun, de conscience, on se demande ce que c'est aussi que la conscience humaine. Mais en tout cas, ils expliquent que certaines données, beaucoup de données de la conscience des machines pourraient être un jour possibles. Ça pourrait rentrer dans une machine. Et en tout cas, c'est un papier qui a fait beaucoup parler. Et je voulais poser une question à Est-ce que je peux réagir? Vas-y, Daniel, vas-y. Alors, je suis en accord et en désaccord avec Laurence. Je ne crois pas du tout à la notion de machine émotionnelle au sens propre. Alors, vers la fin, et là, on se rejoignait finalement, parce que Laurence a parlé de cyborg. Alors, effectivement, si on arrivait, en quelque sorte, à construire une machine, au fond, biologique, pas biologique comme nous sommes biologiques, mais biologique comme on cherche à le faire dans ce qu'on appelle la vie artificielle, qui est un terme très à la mode. Il y a une vingtaine d'années, on entend peut-être un peu moins parler maintenant, mais là, il y a un vrai sujet, n'est-ce pas? Essayer de fabriquer d'une vie artificielle. Alors, si on arrivait à fabriquer une vie artificielle qui, d'une façon qu'on ne peut pas encore deviner, pourrait se brancher, s'articuler avec une
intelligence artificielle, alors là, oui, je pense que nous pourrions avoir des machines émotionnelles. Et ensuite, la question est de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et Laurence a quand même indiqué qu'elle se méfie un peu. Elle dit que ça peut être très dangereux. Mais je pense que tant qu'on n'a pas introduit cette dimension biologique, on ne va pas y arriver. Ce qu'on va avoir, c'est des machines qui, effectivement, ont quelque chose comme un vocabulaire émotionnel, qui ont constaté que je ne sais pas, quand monsieur et madame se disputent au dîner, le petit est un peu triste le soir. Cette association-là, la machine va la faire et elle va dire, ben oui, le petit est triste et c'est peut-être pas une bonne chose, donc on espère que les parents vont un peu moins s'engueuler à table au dîner. Simplement, pour elle, la machine, ça n'a aucun sens, elle s'en fiche complètement, parce qu'elle ne sait pas ce qu'est une situation humaine, en quelque sorte. Elle n'a jamais été elle-même parent, enfant, psychanalyste de la famille, etc. Pour elle, tout ça, ce sont encore une masse de données. Donc je pense qu'il y a des limites. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire. Moi, je respecte beaucoup les chercheurs, Laurence en particulier, mais je respecte les chercheurs et je pense que c'est une très bonne chose qu'ils cherchent. Voilà. Mais je suis sceptique sur la possibilité de faire des machines véritablement émotionnelles. Et je suis frappé par le fait que Laurence dit, oui, mais si actuellement on branche les IA que nous connaissons sur des robots, ça ne va pas faire grand-chose. Oui, c'est tout à fait vrai. Là, je suis aussi complètement d'accord avec elle. Mais en revanche, on n'est peut-être pas d'accord sur la raison pour laquelle ça ne marche pas. Je pense que Laurence pense que ça ne marche pas parce que d'un côté comme de l'autre, tout ça c'est trop pauvre en quelque sorte comme données, etc. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la raison fondamentale pour moi pour laquelle c'est impossible pour l'instant dans l'univers conceptuel dans lequel nous habitons, eh bien, c'est que le robot n'est pas, ou l'intelligence du robot n'est pas capable de conceptualiser que c'est son corps à lui. Le robot n'est qu'un objet de plus sur lequel il est branché, mais c'est un objet de plus extérieur dans le monde. Et ce n'est pas ça la relation que nous avons avec notre corporéité, notre embodiment, comme disent les sciences cognitives. Mais j'ai parlé trop longtemps, mais je sens que Laurence va réagir. Oui, alors je pense qu'on est complètement en accord. Hein. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être, parce que je dénonce en fait le fait que Yann Lequin dit cela. On s'est même battu sur des réseaux sociaux parce que lui, il énonce que les machines auront des émotions. Et moi, j'ai dit, bah, évidemment que non. Elles n'ont pas de corps, elles n'ont pas de ressenti. Enfin, je suis dans la lignée de Damasio, neuroscientifique, qui dit effectivement, c'est dans notre corps. Après, on en fait des sentiments et on a une conscience émotionnelle, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ont les machines. Donc, mais pour autant, lui estime que c'est pas vrai. Il est quand même prix Turing, donc j'écoute. Et de la même façon, Bengio dit la même chose. Oui. Et tous les deux, je leur ai dit, mais enfin, voilà, j'ai des preuves de ce que j'annonce et on a été filmés. Donc ça, c'est vrai. Okay. Ensuite, les robots. Bon, je travaille en robotique. Enfin, je mets des logiciels sur des robots. Donc je me rends bien compte de ce qui manque. Hein. Et alors, ce que propose Yann Lequin dans son modèle, c'est effectivement une réflexivité qui n'a rien à voir encore avec notre humanité et notre façon réflexive, mais qui fait qu'il veut créer une intériorité fausse, simplifiée dans la machine, mais qui s'apparente à ce que vous avez énoncé. D'accord. Alors, je crois qu'on peut enchaîner un petit peu sur le rapport entre l'IA et les sciences cognitives. Hein. Oui. Comme je le rappelais ce matin, et beaucoup de gens le savent, à l'origine, c'était un seul et même projet. Ensuite, ils ont largement divergé pour toutes sortes de raisons, dans lesquelles je n'entrerai pas, sauf s'il y a des questions, sauf si Laurence veut compléter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Yann Lequin revenir finalement à l'idée que on est allé trop vite en IA en s'imaginant qu'on pouvait faire ça simplement à partir du sens commun de l'informaticien, comment ça peut se passer, etc., avec ces trucs empiriques aussi du côté des réseaux de neurones, sans vraiment regarder comment ça se passe vraiment pour un être humain. Donc en fait, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de remobiliser une approche en quelque sorte cognitive à l'intelligence. L'intelligence redeviendrait cette chose qui est produite, disons, par l'appareil cognitif humain dont les sciences cognitives sont censées déchiffrer. Donc il y a un peu un retour, en quelque sorte, à cette inspiration initiale de développer en parallèle l'IA et les sciences cognitives.
Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on parle à des chercheurs en sciences cognitives et même des neuroscientifiques, des personnes comme Stanislas Dehaene, par exemple, ils vont expliquer en fait que l'imagerie cérébrale, donc les chercheurs au CEA, et qui a fait un bouquin super intéressant sur le cerveau, qui était publié chez Odile Jacob, moi ça m'a marqué parce qu'on voit, il s'appuie sur le travail de beaucoup de chercheurs dans le monde, et en fait, il réussit à localiser énormément, à associer en fait certaines zones du cerveau avec certaines activités cérébrales, et il explique bien, que plus on en sait sur le cerveau, ça peut paraître une évidence, bien plus on peut faire des progrès en intelligence artificielle. Plus on en sait, moins on en sait. Hein, c'est sûr. Exact. Ben ça, c'est le cas de toutes les sciences. Mais c'est vrai que ça crée pas mal de questions. Vas-y, Laurence. Vas-y. Oui, mais la conscience artificielle vue par Stanislas Dehaene, qui est mathématicien, c'est encore un truc d'abondance de données. Hein. C'est pas physiologique. Hein. Il y a vraiment, en fait, un dérapage dans le transhumanisme, on l'entend, hein, de gens qui considèrent que avec des données, on vous fait croire qu'on va pouvoir faire émerger des consciences, des phénomènes incroyables. Et ça, il faut arrêter, quoi. C'est pas vrai. Ça fait émerger des choses qu'on n'avait pas anticipées dans le langage. Si je prends le langage, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes d'émergence de comportement de ChatGPT, quand vous l'interagissez plusieurs fois avec lui, qui sont liés à des mécanismes sous-jacents, que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Il y a une température, par exemple. Vous savez ce que c'est la température? C'est une variable qui fait que on ne va pas chercher le token, l'entité ou le mot, là, parce que c'est en dessous du mot, souvent, qui va suivre la phrase que vous venez de dire, mais l'entité la plus probable dans les 10% ou 5%. Donc il y a une espèce de hasard qu'on rajoute. Pourquoi? C'est le fameux perroquet stochastique, là, c'est ça, non? Non. C'est autre chose. J'ai faux. Ouais, t'as faux. Okay. Non, en fait, c'est une variable en plus qui est que lorsque vous allez parler à la machine, il va chercher ce perroquet stochastique. Dans les deux cas, c'est un perroquet stochastique. Il va aller chercher la meilleure probabilité ou parmi les n meilleures probabilités. Et on le voit bien sous Bing. Bing, qui est le même système de Microsoft qui utilise GPT-4, il proposait 3 systèmes. Un très créatif, donc là, la variable, elle est haute. Un moyennement créatif, qui va peut-être être ses 10%, et un pas du tout créatif, qui va toujours prendre la même réponse. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère que quand j'interroge plusieurs fois de suite le modèle, from scratch, là, la première fois, j'ai des réponses différentes. Donc ça humanise la machine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le ChatGPT, on enchaîne les requêtes. Et en fait, il va réinterroger le système en ayant amalgamé l'historique de la requête d'avant, voire des réponses qu'a donné le système. Ça, on le faisait depuis longtemps, nous, pour faire de la recherche d'informations plus maligne sur Google, n'importe quoi. Mais la machine fait ça aussi. Et ça va sur un historique qui fait 1024 tokens. Et dans les derniers modèles chinois, c'est 10 000 tokens. Enfin, donc, c'est monstrueux à quel point c'est pas ce que vous voyez. Vous avez l'impression que ça répond à votre question. Mais non, en fait, il y a tout un stratagème derrière qui a accumulé plein d'informations et qui va aller chercher un résultat. Donc, il y a dans ces systèmes, je trouve, peu en fait de transparence, peu d'explicabilité. Alors, c'est difficile aussi d'expliquer, mais on peut quand même soulever pas mal de conséquences. Et je trouve que, en tout cas, Bing de Microsoft, je ne vais pas faire de la propagande pour Microsoft, mais en tout cas, cet outil qui permettait de se rendre compte des différentes façons dont marche ce système en modifiant cette variable me semble intéressant. Il faut qu'on ait cette faculté de nous proposer des objets avec lesquels on interagit, pour lesquels on a compris un peu comment ça marche. Hein. Sinon, moi, je refuse que ça soit utilisé par des enfants. Donc, le problème d'éducation, il est fondamental. Et il faut absolument pousser les industriels qui vont dire « Ah ben non, peut-être pas parce qu'ils feront moins vendre, parce que c'est moins magique. » Mais en tout cas, il faut absolument qu'il y ait cette capacité d'empowerment, ce qu'on appelle l'encapacitation, le fait de nous amener des informations sur la façon dont le système réagit pour qu'on l'utilise de façon plus intelligente et plus rassurée. C'est pas magique. Encore une fois, il faut l'utiliser si on est capable de l'utiliser. À HEC, ils ont fait une étude entre des étudiants qui avaient à répondre à un problème sans ChatGPT et d'autres qui devaient répondre avec les résultats de la proposition de ChatGPT. Ils expliquent, alors c'est pas moi, hein, donc il faudrait demander au professeur, mais en tout cas, il explique, donc c'était dans Le Monde dimanche dernier, il explique très clairement qu'il y a 28% de meilleures notes pour ceux qui n'ont pas utilisé ChatGPT. Pourquoi? Alors nous on dit tous, le diable est dans les détails, c'est-à-dire que ça fait des erreurs. Ça fait des petites erreurs. Mais c'est pire que ça. Ce qu'ils expliquent là, c'est que quand la machine propose une façon de voir les choses, là c'est sur des discussions un peu haut niveau,
quand elle propose un axiome, enfin quelque chose qui est plus fondamental, l'étudiant a du mal à le remettre en cause. Surtout si ça réagit de façon un peu sur ses premiers avis. Il ne fait pas l'effort de tout jeter, quoi. Il garde donc, et c'est ce biais-là, très connu, fait qu'ils n'ont pas vraiment challengé la machine. Donc, comment on va apprendre à utiliser ces outils en étant capable de dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Comment on va rester en capacité de créer, et puis il y a un autre problème qui est fondamental, dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est la responsabilité des ingénieurs qui font tout ça et des providers, ceux qui déploient cette technologie dans l'éducation, dans la santé, etc. Et c'était effectivement, et après je te laisse parler de Daniel, une des promesses d'OpenAI d'être ouvert au départ, et c'est pas du tout ouvert. Et peut-être tu pourras tout à l'heure parler un peu du modèle Bloom, qui est un modèle européen qui était ouvert, beaucoup plus ouvert. Et américain. Oui. Alors, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Notamment, alors, il y a 3 problèmes. Le premier, c'est que les ingénieurs eux-mêmes ne comprennent pas très bien comment et pourquoi ça marche. Ça, non, mais ça, c'est vrai, j'en parle très souvent avec des gens, ils disent, voilà, les principes généraux, oui, mais pourquoi est-ce que ChatGPT et les suivants marchent aussi bien, réussissent aussi bien à donner l'impression de la pertinence, etc. Ils l'ont découvert peu à peu, empiriquement. Ce n'est pas quelque chose qui a été en quelque sorte projeté. Donc évidemment, on a rapproché des courants, un qui vient du traitement du langage naturel et de la représentation vectorielle des significations. Bon, ça, c'était un pas en avant extraordinaire, très antérieur à l'invention de ChatGPT. Ensuite, on a marié ça en quelque sorte à l'architecture transformer. On a amélioré ça peu à peu, parce qu'il faut voir quand même qu'il y a des milliers d'ingénieurs là derrière qui travaillent, des dizaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent jour et nuit et qui empiriquement arrivent à améliorer. Mais c'est plutôt un processus darwinien qu'un processus vraiment d'instruction. Donc de ce point de vue-là, cette nouvelle IA est une IA qui est en partie opaque à ses propres inventeurs. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la partie que les ingénieurs comprennent, et je rends hommage à Laurence, évidemment qu'elle comprend les mathématiques fondamentales de la chose, sont devenues assez techniques. Enfin, moi, j'ai été mathématicien donc, pendant la moitié de ma carrière, avec 2 doctorats, tout ce qu'il faut, et je pouvais suivre, moi je me souviens d'avoir suivi le développement de ce qu'on appelait à l'époque le connexionnisme, donc dans le milieu des années 80, et que je comprenais avec mes mathématiques à moi, je comprenais ce qui se passait. Je pouvais peut-être pas faire un cours aussi bon que celui que ferait Laurence, mais je pouvais. Aujourd'hui, je suis incapable de vous expliquer. Alors la troisième chose, c'est qu'il y a du secret industriel, en réalité. On découvre récemment par des rumeurs que GPT-4, ce n'est pas un large language model, c'est 8 large language models, chacun chargé de certaines fonctions. Ah ben oui, mais ça, on ne nous l'avait pas dit dans le papier initial. On le découvre. Donc il y a comme ça une sorte d'opacité aussi qui est due au secret industriel. Alors, dans ces conditions, il est effectivement extrêmement important que l'application, le déploiement de tels systèmes dans le public adulte, mais le public enfant, le public des handicapés, etc., tout ça soit étroitement contrôlé par les gens qui sont le moins mal placés. Personne n'est parfaitement bien placé, mais les gens qui sont le moins mal placés, ce sont des équipes interdisciplinaires, comme celle à laquelle appartient Laurence et d'autres, où vous avez des techniciens, des technologues, disons des informaticiens vraiment hands-on, des théoriciens de l'informatique et de l'IA, des éthiciens, des philosophes, des linguistes, des anthropologues. Et eux sont probablement capables de produire un certain nombre de guidelines, de recommandations, pour éviter en tout cas que de trop gros dégâts soient faits. Malheureusement, il n'y a pas de solution clé en main, il n'y a pas de solution parfaite. Et des économistes. Moi, je travaille beaucoup avec des économistes. Très bonne idée, oui. Parce que j'ai bien compris qu'en fait, le nerf de la guerre, avoir tous les ministres de transition numérique que l'on a, que en fait, c'est plus intéressant qu'ils soient économistes. Hein. C'est une réalité. Hein. Le ministre, M. Barrot, il vient de l'économie.
le nouveau comité qu'on vient de nommer pour les IA génératives, parce que nous, en tant que chercheurs, moi je fais partie du CNPEN, Comité national pilote d'éthique du numérique, sous le CCNE, celui sur le vivant, du professeur Delfrécy. Okay, et donc on a travaillé pendant 3 ans énormément sur les agents conversationnels, grâce à Édouard Philippe, votre maire, qui avait demandé à ce qu'on travaille au moins sur 3 tâches, la voiture autonome, l'aide à la décision médicale et les agents conversationnels. On a rendu des rapports qui ont été lus peut-être par le ministre, qui nous l'a demandé, mais peut-être pas par les autres, je ne sais pas. Et derrière, donc, Barrault nous a demandé de faire un rapport récemment, on a fait plein d'autres, hein, mais un rapport récemment sur les IA génératives, qu'on a dû faire en 4 mois. Quoi, hein. Donc il nous a demandé beaucoup d'efforts. En plus, moi j'ai des thésards, des post-docs, des projets, des cours. Bon, voilà, donc j'ai travaillé pas dans la mine, comme tu disais, nuit et jour, mais quand même beaucoup. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Un nouveau comité, voilà, avec dedans Yann Lequin, donc celui qui va vous faire le truc sur les émotions. C'était annoncé mardi, ça. Les machines seront émotionnelles. Nous avons donc Joëlle Barral, qui est extraordinaire. C'est une polytechnicienne, mais elle travaille chez Google. Je l'ai rencontrée aussi. Bon, ben voilà, elle fait du Google. Hein. Quand je lui ai dit, mais il y a quand même une incidence forte, hein, parce qu'à l'intérieur, là, on est bien d'accord, il y a 90% d'anglais dans votre système. Ça a bien une influence, ça, sur le résultat que je vais avoir dans le langage. Ah oui, bah oui, quand même. Vous avez fait des études là-dessus. Ah bah je vais voir. On n'a toujours pas vu. Hein. Et donc, il y a quelqu'un d'autre chez Google qui m'a dit « Mais c'est normal, madame, parce que sur Internet, tout le monde parle en anglais. » Je dis « Bah non, majoritairement, ça devrait être en mandarin. » Peut-être que vous voulez faire un système... Non, mais c'est vrai, quoi, il faut arrêter. Hein. Donc, on a à la tête de ces objets, ceux qui les font, les modèles de fondation, des gens qui disent « Un, on n'est pas responsable. » Parce que ce que voudraient les Américains, c'est que les responsables des problèmes qui pourraient arriver seraient les utilisateurs. C'est eux les responsables. Ils achètent un truc, c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils ont acheté. Okay, alors que nous, en Europe, dans la loi sur l'IA, que certains disent n'être pas utile, on dit qu'il faudrait une co-responsabilité entre ceux qui font les modèles de fondation, majoritairement américains par exemple, parce que c'est beaucoup de modèles américains qu'on utilise, ceux qui vont déployer pour la médecine, l'éducation, et qui ne font pas attention à ça. Ils n'ont pas les moyens non plus d'aller regarder en profondeur là-dessus. Par rapport à un Google ou un Microsoft, on n'a pas les mêmes moyens, souvent, de pouvoir aller chercher à monter des tas de batteries de tests pour vérifier des incidences de ce type-là. Donc, ils ne le font pas. Et donc, on n'a pas de contrôle là-dessus. Et ils disent, en fait, donc l'Europe dit, ça devrait être partagé entre ceux qui font les modèles de fondation, ceux qui les déploient et les utilisateurs. Mais un vrai partage. Parce que sur les réseaux sociaux, on a dit, c'est des tuyaux. Vous voyez les tuyaux là qu'on utilise ? Aucun problème, aucune responsabilité venant des acteurs qui ont fait ces tuyaux, les Meta, Google, etc. Et on le voit dans Social Dilemma. Vous avez vu ce documentaire, Social Dilemma, les repentis des GAFAM, vous n'avez pas vu ? Avec Tristan Harris, par exemple, ou Guillaume Chalot. Je vous encourage à regarder ça. Il y a un moment formidable où ces gens-là disent exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, on a fait des trucs incroyables. Alors, ils ont tous été étudiés à l'école de Chicago, des économistes aux États-Unis, qui apprennent comment on manipule, le nudge. Ce que je fais très bien dans mes recherches en ce moment, et je peux vous dire que ça manipule vraiment. Ils ont tous été faire des stages à l'école de Chicago qui nous promet des tas de prix Nobel. On en a eu des tonnes. Kahneman, système 1, système 2 pour décider. Intuition ou vraie réflexion. Dans les systèmes 1, quand on travaille dans ces réseaux et qu'on retweet immédiatement sans avoir réfléchi à ce qu'on avait fait. Toller, sur le nudge. Hein, après les pissotières, vous connaissez cette histoire, non ? Le nudge, au départ, c'est je mets une mouche, une vraie mouche, hein, dans une pissotière à Amsterdam, et je m'aperçois que, du coup, les hommes visent. On peut faire du nudge partout. On vous met des pas dans le métro, vous suivez les pas. C'est comme ça. On a quelques biais qui font qu'on va suivre ça. Bon, eh ben, dans la linguistique, nous, on fait des nudges linguistiques. Ben, je vous assure que ça marche aussi. Hein. On peut vous emmener vers là où on veut. Donc, ils ont bien appris ça. Et alors, ces gens qui disent « Ah, c'était incroyable ce qu'on arrivait à faire », qui ont été nourris de ces écoles sur l'économie, ils nous disent aussi d'un seul coup « La machine nous a échappé ». Échappé, transhumanisme, pas responsable. C'est ça que j'ai retenu. Non, je t'arrête 2 secondes. C'est super. Non, mais en gros, on a des systèmes fermés. On n'y comprend plus rien. C'est très américain. Ah non, et chinois. Attends. Donc, en gros, il y avait quand même... Attends, mais je caricature un peu. Il y avait quand même dans le comité qui a été annoncé cette semaine quelques chercheurs, entrepreneurs français, par exemple Arthur Mensch, plusieurs qui sont partis de Google. Varocco, surtout, celui qui fait Skitlearn, qu'on utilise tous avec les étudiants pour faire du machine learning.
Voilà, qui sont partis de DeepMind, qui sont partis de Facebook, qui créent, qui créent quand même des choses, des modèles. Ils essayent de créer des modèles français. Donc, il faut peut-être essayer de les encourager. Il y a aussi eu quelque chose dont on n'a quasiment pas parlé. Il y a Bloom, et puis il y a Indaba qui s'est réuni, tu sais, c'est le modèle de langue africain, 2000 langues parlées sur le continent africain, une vraie richesse, il regrette totalement d'être absent. En fait, l'idée, c'est d'ouvrir ces systèmes. Donc on avait fait le projet Bloom entre académiques et industriels sur le plateau de Saclay, avec Jean Say, avec le grand calculateur qui est à notre disposition, pour faire un modèle avec 59 langues, 12 langages de programmation, et regarder plus en détail ce qui se passe. Donc ouvrir ces systèmes, c'est nécessaire, mais il n'empêche que, comme tous les réseaux de neurones, ce sont des boîtes noires. Donc on n'est pas capable de tout expliquer, même s'il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur l'explicabilité des décisions que proposent ces machines. C'est pour ça que j'ai parlé de Blaise Pascal au départ, qui nous parlait de l'incertain. Je pense qu'il faut raisonner en ne sachant pas tout. Daniel. Oui, alors je peux, je crois, enchaîner, parce que je suis en accord parfait. Je crois, comme je le disais d'ailleurs ce matin, donc m'excuse de me répéter éventuellement, qu'il y a deux idées fondamentales qu'il faut avoir en tête comme ça au moment de commencer à réfléchir à l'IA. La première, c'est que c'est effectivement une technologie hyper puissante et qu'elle ne va pas disparaître du jour au lendemain parce que moratoire, parce que règlement européen, parce que non, de toute façon, il y a là un mouvement absolument massif, transformateur, et qu'il est urgent, effectivement, d'essayer de le canaliser selon les lignes qui ont été évoquées à l'instant par Laurence. La deuxième chose est qu'on est effectivement, et là je suis en accord parfait, une fois de plus avec Laurence, c'est qu'on est dans une incertitude profonde. Il y a de l'incertain un peu à tous les niveaux. On est dans l'incertitude de la manière dont cette technologie va évoluer. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle va s'arrêter maintenant, tout à coup, plafonner. Certains disent qu'elle va plafonner, qu'elle a atteint ses limites, parce que de toute façon, il n'y a plus de données. Toutes les données ont été à peu près épuisées, en quelque sorte. Alors maintenant, on en fabrique des artificiels, etc. Mais enfin, bon, certains prédisent que ça plafonne. D'ailleurs, aussi bien Bengio que Lequin et que Hinton, aussi, sauf erreur, tous ces gens s'expriment très souvent, alors je perds un peu la trace, disent « Ah oui, c'est vrai, on a atteint une sorte de limite. On va atteindre une sorte de limite. Il nous faut une idée fondamentale nouvelle. » Et le premier qui sait... Alors, Hinton a essayé 2 ou 3 fois avec des idées comme ça un petit peu farfelues, profondes, parce que c'est un type génial. Yann Lequin, il a poussé l'idée, il a maintenant un modèle qu'il veut défendre. Donc, ils sont quand même conscients du fait que ça plafonne. Alors, ça plafonne maintenant, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il n'y a aucun doute que la dynamique est telle que ça va évoluer. Mais on ne sait pas dans quel sens ça va évoluer. Donc il y a déjà une incertitude qui est due à l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose d'incertain, d'imprévisible. Et une deuxième dimension de l'incertitude, c'est l'effet que ça va avoir, alors à différents niveaux, à différentes échelles de temps, à courte échéance, l'effet que ça va avoir dans certaines professions, notamment toutes ces professions col blanc intellectuelles, disons intermédiaires, où il semble bien que ça va déplacer un certain nombre de gens qui vont se retrouver sans boulot. Quelle va être la réaction des professions par rapport à ça? Comment est-ce que les métiers vont évoluer? Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Puis alors une incertitude encore plus grande, je crois que ça a été évoqué par Laurent, je ne sais plus si c'est dans sa conférence ou à l'instant, qu'il va y avoir, on ne sait pas du tout l'effet que ça va faire à long terme sur nos esprits. Tout de suite, là, je reprends cette idée, d'ailleurs, je crois que c'est là aussi, je m'arrêterai tout de suite, je ne veux pas parler trop longtemps, cette idée qu'au début, on cherche à exprimer une pensée, à tourner une lettre correctement pour persuader je ne sais quoi. D'ailleurs, le nudge linguistique, c'est la rhétorique. Alors, c'est rien d'autre que ça. Mais là, c'est les machines. Hein. Oui, c'est vrai. Mais donc, la manière dont on passe, en quelque sorte, d'une idée informe à un produit fini, si on demande à ChatGPT de faire le premier jet, on va perdre rapidement l'aptitude à passer de cette idée informe à un premier jet qu'on pourra ensuite critiquer, etc., et améliorer. Donc ça, c'est à moyen terme. Et puis à long terme, si on a des enfants qui ont fait toute leur scolarité depuis la primaire, depuis la maternelle jusqu'à l'université, en s'appuyant lourdement sur ces outils facilitateurs que sont ChatGPT et compagnie, on ne sait pas du tout
à quoi ça va, à quel genre d'adultes ils vont être, comment ils vont gérer ensuite les situations humaines qu'ils vont rencontrer. On ne le sait pas pour l'instant. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà. Et quand on est dans l'incertitude, il faut être prudent. Pas plus compliqué que ça. Ouais, et puis ça ressemble un peu au syndrome de la planète des singes, tu sais, qu'avait théorisé Pascal Pic. C'est-à-dire qu'en gros, quand on voit un outil qui est plus puissant, en tout cas qui peut être considéré comme plus puissant, on peut avoir la tentation, je termine juste ma phrase, de lui donner le pouvoir de décision. Et donc il alerte contre ça. Vas-y Laurence. Allez-y madame. Eh ben, en fait, c'est un vrai sujet, cette coévolution humain-machine dont je parle partout. On va, nous, à la Fondation de l'Espace Pascal, dans les écoles, pour parler aux enfants de 8-9 ans. Le gouvernement avait dit qu'il les ferait coder, les enfants, à l'école, à partir de la 5e. On va dans l'école à 8-9 ans et on leur pose des questions sur leurs habitudes autour de ces outils numériques. Et on s'aperçoit qu'ils ont déjà des téléphones, qu'ils sont devant les ordinateurs, qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur plein d'autres choses. Et que les parents n'ont pas... Enfin, certains jouent un rôle de restriction, ont des restrictions, des filtres pour leurs enfants, mais pas tous. Hein, et très largement... Ils sont eux-mêmes intoxiqués, donc ils ont autre chose à faire que s'occuper de leurs enfants. Non, je pense que les parents, ils vont s'en sortir parce qu'ils ont vécu autrement. Mais les enfants petits qui sont abonnés à ça et qui ne voient que ça, ils vont avoir des difficultés. Donc c'est de notre... Et c'est pour ça que moi, je me suis engagée à faire tout ça. C'est vraiment en pensant qu'effectivement, la vulnérabilité des enfants, elle est majeure. Et on ne se rend pas compte. Et même nous, quand on évolue, on n'a plus la même mémoire. Tout le monde n'a plus les numéros de téléphone. Hein. On a son portable. On s'en fiche. Maintenant, on n'est plus mal à l'aise quand on ne se souvient plus du nom d'un film. On a qu'à regarder son portable, on l'a. Donc, on délègue à l'ordinateur qui est notre téléphone beaucoup de choses. Et donc, ça, il faut l'expliquer. De la même façon que tous les renvois de gens dits là, dans cette entreprise là, française là, qui a licencié, il licencie des gens qui faisaient de la veille des médias. Ils faisaient des synthèses pour le ministère de l'Armée, pour des gens du 440. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont une IA maintenant suffisamment performante pour aller faire ça ? Je suis désolée, ce n'est pas le cas. Ou alors on m'explique quelles sont les mesures de vérification, comment ils ont mis en place cela, sans parler du fait que ce n'est pas anticipé et que les gens se retrouvent sur le carreau. Hein. Mais juste sur la possibilité d'avoir une machine qui marche très bien, ce n'est pas encore le cas. Lorsqu'on fait passer à ChatGPT des examens, on vous dit il arrive à faire médecine, machin, il est à 12. Il n'est pas à 18, il est à 12. Ce qui veut dire qu'il produit des données qui sont de l'à peu près, de l'incertain. Il transforme des connaissances en des choses approximatives. Et demain, on va réingurgiter ces données pour faire d'autres ChatGPT. Mais pour répondre à madame... Pour répondre à madame, écoutez, on fait ce qu'on peut pour dire à l'éducation, ce sujet est majeur. À l'école, on doit ouvrir à ça et il faut en parler à tous. Le sujet de l'éthique, ce n'est pas pour nous dans les labos, c'est à nous, citoyens, de le prendre ensemble. Et c'est au gouvernement de protéger les plus vulnérables, et notamment les enfants. Comment ont fait les Chinois ? Ils ont dit 1 heure de jeu par semaine. Bon, on n'est pas dans le même régime. Okay ? Donc comment on fait ça ? Daniel. Alors, il y a plein de questions. Non, je voulais... Comment dire ? Il y a effectivement une façon... mais en général, c'est les vieux sceptiques non techniciens qui comme moi, qui prenons la ligne que vient de prendre Laurence, à savoir, vous savez, c'est moins bon qu'on ne le dit. C'est vrai, mais il ne faut pas exagérer, c'est pas si mauvais que ça, notamment dans des examens de médecine américains. Ils arrivent à des performances vraiment assez élevées. Seulement, il faut regarder ce que ça signifie. Il faut regarder ce que ça signifie. Ils passent effectivement l'examen, mais ça ne veut pas dire qu'ils le font avec les moyens humains que déploierait un bon étudiant de médecine. Et donc, cette passation de test ne signifie pas qu'ils approchent en quelque sorte de la compétence d'un étudiant de médecine de 4e année. Quoi donc ? C'est des QCM.
Il n'y a pas que ça. Médecine, hein. Non, mais y a pas que ça. je reviens à la question de madame. Est-ce que c'est développer l'esprit critique? Est-ce que c'est... Non, alors développer l'idée critique, je vous en prie. Hein, ça fait 30 ans qu'on développe l'esprit critique. Ah, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ses petits-enfants, madame? Est-ce que c'est des travaux alors, manuels? Déjà, non, parce que Laurence n'était pas contente que je l'interrompe à propos des parents. Je ne sais pas si vous vous promenez de temps en temps dans des jardins publics à Paris ou au Havre. Regardez les jeunes parents. Qu'est-ce qu'ils font? L'enfant est dans le truc et la maman, là. Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant fasse d'autre que dès qu'il peut mettre la main sur un de ces trucs-là, il va en faire autant. Il perd la notion, en quelque sorte, que se promener au parc avec sa maman ou avec son papa, moi je suis assez vieux papa pour l'avoir fait à l'ancienne, bien avant qu'il y ait des smartphones, on s'occupe de l'enfant. Enfin, je veux dire, on interagit constamment, on voit des trucs ensemble, etc. Donc, il y a vraiment une question d'éducation aussi de la population générale, pas seulement des enfants. Alors sinon, pour les enfants, je crois qu'il faut effectivement limiter. Il faut vraiment dire que les smartphones, ce n'est pas pour les enfants jusqu'à un certain âge. Enfin là, je suis tout à fait Laurence. Mais alors, comme je suis quand même une sorte d'optimiste, je pense que beaucoup de gens, dans beaucoup de pays, se rendent compte de ce qu'on dit. C'est pas rocket science, comme on dit. Il ne faut pas être un grand sociologue ou un grand psychologue pour se rendre compte des dégâts que font les smartphones, etc., et Internet et les réseaux sociaux. Et donc, je pense que notre sagesse collective va finir par acquérir un suffisant développement pour créer des antidotes à ces problèmes-là. Mais on est en ce moment dans une période un peu noire, c'est-à-dire les antidotes, les anticorps n'ont pas encore été massivement produits par la société. Monsieur. Je voudrais savoir si ça empêcherait un Einstein d'exister. Est-ce que l'intelligence d'Einstein pourrait être remplacée par une machine? C'est-à-dire qu'il y ait un chercheur assez génial pour quand même avoir son intuition totalement personnelle qui viendrait d'une intelligence totalement singulière. Oui, c'est un sujet très à la mode, hein, l'intervention de l'IA en sciences, justement, et la question de savoir si on est entré dans une nouvelle ère, une ère dans laquelle la science est gouvernée par les data, et que, en quelque sorte, c'est de manière complètement inductive et empiriste. Il y a des machines sensationnelles qui regardent énormément de data et qui détectent des régularités, et ça va être ça la science de demain et pas la science d'hier. Alors moi, je suis complètement opposé à cette idée. Je suis sûr que c'est très utile dans toutes sortes de trucs, comme des outils pour un certain type de recherche, le repliement des protéines, la mise au point de nouveaux antibiotiques, etc., etc. Ça, j'en doute pas. Mais je ne pense pas du tout que ça puisse remplacer, justement, la pensée originale d'un Einstein. Mais voilà, on verra dans un siècle. Oui, on parle de sérendipité quand on parle d'idée originale qui naît comme ça, singulière, d'une situation pas prévue et qui fait qu'un chercheur va se dire « Ah, bah oui, si j'essayais ça... » Et ça, c'est pas du tout dans les machines. On peut dire que c'est pas prêt d'exister. En fait, la créativité de la machine, si je peux me permettre, c'est pas de la créativité humaine. On utilise les mêmes mots, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un nombre de possibles que vous apporte la machine en tonnes. Et après, c'est vous qui choisissez ce que c'est. Alors, pour des artistes, ça peut être pratique parce que ça leur permet d'aller au-delà de ce qu'ils faisaient, en tout cas sur le premier jet. Et après, c'est eux qui décident que ça a un sens. La machine, elle n'a aucune interprétation, ni du sens, ni de l'intérêt, ni de la morale, ni quoi que ce soit. Donc, elle ne peut pas remplacer quelqu'un qui fait une trouvaille, puisque c'est l'antidote. Je dis à mes étudiants, faites pas vos lettres de motivation avec ChatGPT, vous avez tous la même. Hein, on va arriver au nivellement du mainstream, là, la pensée majeure, statistique, des perroquets stochastiques. Oui, alors ça pour le langage, mais pour ce qui est de la découverte scientifique, il y a aussi une forme de sérendipité machinale qui est la découverte d'une corrélation de très 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 haut niveau, des moments statistiques d'ordre je ne sais pas combien, entre je ne sais pas combien de paramètres, qui sont complètement invisibles pour la perception et l'intuition humaine, et qui, oui, effectivement, mettent le doigt sur quelque chose. Ensuite, évidemment, le scientifique doit sélectionner parmi ces découvertes. Mais il y a là une bonne, parce que c'est pas tout mauvais, hein, l'IA, loin de là, sinon Laurence ne s'y consacrerait pas, et moi non plus. Il y a du bon dans l'IA. Et le bon, c'est quand il y a un attelage, en quelque sorte, homme-machine,
qui est le bon attelage. Il y en a de très mauvais, mais il y en a de très bons. Et je pense que du côté scientifique, il y a des bonnes choses à attendre. Mais pas, évidemment, si, du coup, ça décérèbre nos étudiants. C'est-à-dire qu'on dit aux étudiants, écoute, il faut que tu apprennes les dernières techniques de l'IA et du data science, et ça suffit. Tu vas être un excellent biologiste moléculaire, un excellent physicien atomique ou un excellent sociologue. Non, il ne faut surtout pas qu'ils soient, en quelque sorte, éduqués à cette philosophie-là. Il faut qu'ils aient les deux. Je dirais exactement. qu'à l'heure actuelle, il faut absolument que les fondamentaux, on les cultive énormément. Si on était à un niveau scientifique meilleur dans la société, on pourrait regarder ces objets sans en avoir peur déjà. Parce que moi, il y a quand même un phénomène assez faramineux qui est Frankenstein revient, quoi. Je pensais qu'on l'avait évacué, moi, avec le fait que tout n'était pas modélisable sur la machine, c'était une réduction, une simplification, le fait de numériser. Donc, il y avait des choses qui étaient indécidables, on ne pouvait pas faire de fonctions, la machine de Turing avait ses limites, etc. Des grands mathématiciens se sont exprimés là-dessus. Au siècle dernier, et là, poum, retour arrière. Frankenstein ressort. Donc ça veut dire qu'on n'est pas au niveau, tous ensemble. On n'arrive pas à produire suffisamment de sens pour que les gens comprennent. Ils ont peur des scientifiques depuis que certains scientifiques bizarres se sont exprimés. Ben bon, la science existe. Qu'il y ait de temps en temps des abus dans un sens ou un autre, c'est quand même pas réduire la science à rien. Donc il faut faire confiance dans la science. Il faut pousser vos enfants à faire des mathématiques et à parler français aussi. Parce que dans mon expérience là, que je viens de faire dans les CM1, CM2, je leur ai demandé ce qu'ils avaient retenu de ce qu'on leur disait. Dopamine, ça, ils ont bien retenu. Mais ils m'ont écrit leurs réflexions dans un français que j'ai jamais vu. Jamais vu. Weekend, W-O-U-I-C-E-N-D. Sauf mon père, sauf S-O-F-E. Les mots n'ont une orthographe délirante. C'est de la phonétique. Les terminales de tous les mots n'existent pas, même père n'a pas de R. Non, le non et le oui, quand même, c'est le minimum, non? NOM. Attendez, moi j'ai l'impression que le fondamental, que je pensais être fondamentalement les sciences qui manquaient à l'école, et parce que j'ai entendu dire qu'il parlait mal, mais qu'il y avait des solutions, je suis désolée, elles ne marchent pas. Il y a donc à reprendre cela. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que si les parents ne sont pas là, aussi, parce que la majorité du temps, c'est quand même pas à l'école. On dit toujours c'est l'école responsable. Enfin, c'est nous quand même. La majorité du temps, c'est pas à l'école, c'est dans les vacances, c'est partout. Et là, il faut faire écrire les enfants, il faut les faire compter, il faut qu'ils comprennent physiquement le rapport à la nature, le rapport aux sciences sur un papier avec un papier crayon. Moi, je fais de l'algorithmique avec mes étudiants avec papier crayon, parce que l'ordinateur, on va l'utiliser après. Mais c'est pas que ça. Le concept majeur, si j'arrive à l'expliquer simplement avec un papier crayon, j'ai gagné. Derrière, ils peuvent aller dans l'extrême inverse. Est-ce que je peux enchaîner? Non, il y a des questions. Enchaîne, mais il y a pas mal de questions. Il y a une question là. Allez-y en premier, puis ensuite. J'entends que le système accède à une immensité de données qu'il utilise a priori sans pondération, enfin peu importe, je ne veux pas surtout reformuler les choses que vous dites. Madame, vous dites que une évolution sur laquelle vous travaillez, c'est il y aurait une pondération pour y associer quelque chose qui relève de l'affectif, ça c'est plutôt bon, enfin ça c'est un système de valeurs. Plutôt l'affectif, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt triste, c'est plutôt ceci, cela, etc. Alors je vais poser une question de Candide, faussement Candide. Quel est le modèle économique de GPT, qui est distribué, je crois, gratuitement, pratiquement à tous. C'est-à-dire que derrière, avez-vous déjà identifié, craignez-vous, travaillez-vous sur une normalisation là-dessus, qu'en fait, il y a des pondérations qui soient faites en fonction des qualités données à certains produits commerciaux. C'est-à-dire que, voilà, un peu comme Google aujourd'hui, moteur de recherche, on voit apparaître Ads Google. Bon, au moins, il y en a certains qui sont tagués. Et voilà. Donc, en fait, quel est le modèle économique et comment ils vont se payer et en fait, est-ce qu'on ne va pas directement nous orienter vers des produits commerciaux? La question étant répétée, si j'ai bien compris, renforçant l'acquisition, que c'est la bonne réponse. Oui, bien sûr. Donc moi, je ne l'imaginais pas du tout dans cet objectif-là. J'avais plutôt l'utilisation de l'affectif pour l'accompagnement de personnes âgées, l'accompagnement... Non, mais ça, il ne faut pas le faire, ça.
Moi, je dis qu'il ne faut pas le faire. Voilà. C'est interdit. Attendez, non, mais je vais aller plus loin. Lisez, là, on critique tous. Trop de réglementation, trop de normes, trop de lois, on n'en veut pas. On est incapable de faire des produits, mais on ne fait que des lois. Lisez ce qui est écrit dans les AI Act. Sur mon domaine, sur ce domaine. Je n'ai pas dit que moi, j'étais là pour faire un truc qui va en papa-outer tout le monde. Je fais des expériences de nudge pour prouver à quel point on peut manipuler les gens. C'est pas pour le faire, c'est pour dire qu'il faut faire absolument de la recherche. Ça ne veut pas dire qu'on l'applique. Ça veut dire qu'on l'appliquera dans certains cas, peut-être que pour l'accompagnement de gens qui en ont besoin, pour survivre des pathologies de dépression, des grands malades. Voilà, ce n'est pas le but de l'utiliser pour du marketing, quoi que ce soit. Et c'est très important de comprendre cela. Et dans le AI Act, il y a écrit qu'on n'utilisera pas la détection des émotions pour ce genre de sujet. Ça fait partie de l'intolérable. Vas-y, Daniela. Je voulais juste reprendre... La question était intéressante, mais je voulais revenir rapidement. Deux choses. D'abord, je pense que pour ce qui est de la lutte pour l'orthographe, c'est perdu, à mon avis. Dans une génération, ce sera fini. Après tout, pendant très longtemps, les êtres humains, les cultures humaines étaient des cultures orales. Il n'y avait pas de grammaire, il n'y avait pas de syntaxe formalisée. Il y avait une syntaxe éventuellement innée ou comme on voudra. Mais voilà, on se débrouillait sans orthographe. Et d'ailleurs, quand on regarde l'orthographe jusqu'au XVIIe siècle, elle continue d'être assez fantaisiste. Donc ça, je crois que c'est perdu. Et je crois qu'on va s'y faire. Donc moi, ça ne m'inquiète pas. Je suis très, très, très maniaque sur le plan de l'orthographe. Je corrige les traits d'union entre compte et rendu. Et je ne suis pas laxiste, mais je pense que le combat est perdu et c'est peut-être pas un désastre. En revanche, je crois que ce que dit Laurence, en tout cas pour ce qui est de la formation mathématique élémentaire et ce qu'on appelle un peu maintenant la littératie scientifique. Alors on traduit ça par culture scientifique. J'aime pas tellement parce que on voit tout de suite le lecteur fan pour la science, de Science et Vie, qui connaît tous les détails, etc. C'est pas ça la littératie scientifique. C'est qu'est-ce qu'on peut attendre en quelque sorte des travaux scientifiques. Comment est-ce qu'ils peuvent être à la fois les plus fiables, disponibles et en même temps pas absolument certains. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, je ne veux pas être trop long, je veux juste finir sur une chose. Je suis tout à fait d'accord pour que, et ça c'est Laurence qui l'a introduit, cette idée, mais je la systématise, cette idée de régime hybride ou régime mixte. Un régime éducatif dans lequel on utilise ces outils. Et ça, c'est dès le plus jeune âge, enfin pas le tout plus jeune, mais enfin assez rapidement, pour qu'ils sachent, parce que notre univers, l'univers dans lequel ils vont fonctionner comme adultes, c'est un univers fortement numérique. Et puis, donc ça, c'est important. Et en même temps, être aussi capable de se passer complètement de l'outil numérique. Vraiment, papier, crayon, et pas d'Internet et rien. Voilà. Et d'écrire une lettre à partir de zéro. Alors, peut-être avec une orthographe un peu défectueuse. Et ça, je crois vraiment que c'est très important qu'on maintienne cette idée, qu'on ne dise pas « Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, maintenant tout est numérique, alors toute notre éducation va être complètement imprégnée de numérique et finalement devenir numérique et automatisée. » Ça, c'est une très mauvaise chose, je crois qu'on en est d'accord. Mais d'un autre côté, il faut quand même il faut quand même développer une culture numérique. Donc, il faut avoir les deux. Très bonne réponse, très concret. On va passer à la question en haut. Mais juste pour vous dire, sur ChatGPT, je pense que c'est totalement gratuit pour l'instant, mais ce n'est pas une ONG, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont reçu 10 milliards minimum de Microsoft, qui s'en sert. Il y a eu des annonces cette semaine aux États-Unis dans Copilot, qui est un outil qui, par exemple, vous dites mardi, je veux faire une réunion sur les meilleures recettes de cuisine avec les tomates. C'est-à-dire qu'ils vont voir, ils vont vous aider, ils vont vous dire telle personne il faut inviter à telle réunion, ils vont vous faire un mail d'invitation, ils vont faire un compte-rendu de... c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose qui vous aide au quotidien et Microsoft vend tout ça aux entreprises. Donc en fait, OpenAI s'y retrouve aujourd'hui pour ça, mais il n'y a pas encore de pub. C'est pour ça que Google, qui était derrière l'invention, n'y est pas allé tout de suite. Pour le dire en deux mots, ChatGPT fait du dumping, c'est-à-dire il donne gratuitement quelque chose qui lui coûte énormément. J'ai vu une évaluation récente, je ne sais plus, c'est 10 millions de dollars par jour ou quelque chose comme ça. Et ils ne le font pas comme ça pour nos beaux yeux, ils le font pour conquérir le marché, tout simplement. Mais ils reçoivent plein d'argent de Microsoft. Allez-y, monsieur. Oui. Sans détection des émotions. Ah bon. Pour l'instant. Alors, en fait, je voudrais savoir si je peux poser une question qui est peut-être un petit peu
hors sujet. Parce que vous nous alertez de ChatGPT, etc., etc. Alors je vais vous dire, moi je n'utilise pas, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de compte machin truc, voilà. Mais il n'empêche qu'on me pirate avec des grandes guillemets, mes données. Parce que quand je vais chez le médecin, il met tout sur ordinateur. Quand je vais faire un examen médical, de toute façon, je n'ai même plus besoin de dire ma date de naissance, on me demande juste de vérifier. C'est nos données personnelles. Et on ne peut plus y échapper. Moi, je voudrais bien échapper à avoir un médecin qui prend tout en papier, mais ça n'existe plus, les nouveaux médecins. Voilà. Et puis à l'hôpital, à partir du moment où vous faites un petit examen de rien du tout, moi, c'est ce que j'appelle, c'est que je suis suivi partout. Voilà. Dans la mesure, je voudrais savoir si c'est bien exact que ces données ne sont pas dans l'air. Où sont-ils stockés? Voilà. Parce qu'il y a bien un aspect matériel de ce stockage de données, ils ne sont pas sur un nuage. Et y a-t-il des critères de protection, des gens qui travaillent sur les données personnelles, sachant que dans de mauvaises mains, dans 10 ans, on verra que j'ai eu un IRM, un machin, un truc, on me dira votre mutuelle, elle va être multipliée par 2 parce que vous avez coûté trop cher. Merci. Oui, bon, c'est problématique classique. Vas-y. Non, oui, non, mais ça, les gens sont... C'est très surveillé, tout ça. Hein. C'est tellement surveillé que maintenant, les données les plus délicates sont dans un même lieu géographique, pour éviter justement que ça circule par le cloud, etc. Non, je pense que les gens sont très conscients de ça et que les systèmes sont en place. Je pense que là, c'est un problème qui est à notre échelle. Ça, c'est un problème qu'on saura résoudre, je pense, qui est déjà à peu près résolu, pas parfaitement. Oui, je vais compléter, en fait. Il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a le fait que vous pourriez avoir des conséquences de cela. Donc ça, je pense que ce ne sera jamais le cas. Mais d'autre part, les données qui sont les vôtres sont intéressantes à mutualiser avec les données d'autres personnes de la société parce qu'elles ont les mêmes maladies, parce que l'environnement dans lequel vous vivez est important à connaître, parce que de plus en plus, on va apprendre pour mieux résoudre des problèmes de santé en fonction des données accessibles. Donc je crois que sur les données, il y a un paradoxe terrible qui est une fausse idée de ce qu'on fait avec ces données. Les données personnelles ne nous intéressent pas. Et ce qui nous intéresse, c'est les données de vécu qu'on peut utiliser pour apprendre mieux comment les gens vivent et s'il y a des contextes particuliers qui font que telle ou telle maladie sont plus répandues, parce qu'il y a une usine machin à côté qui n'est pas propre, parce que pour X raisons, parce que l'eau que vous buvez dans telle région n'est pas ci ou ça. Vous voyez, ça va se cacher là. C'est pas pour vous. C'est pas une conséquence que le but du jeu, c'est pas de vous faire payer plus parce que vous avez été malade. C'est pas ça. Donc, et puis, qu'est-ce que c'est que nos données privées? Votre ADN, il est privé ou pas? Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il est privé, votre ADN? Non. Bah non, il y a vos parents avec vous. Donc voilà, il y a plein de données qu'on dit données privées qui ne sont pas des données privées. Donc les données privées telles que le nom, l'adresse, etc. Personnel. D'accord. Les données personnelles, elles sont anonymes. Eh bien, moi, je suis désolée. Je pense que de la même façon qu'on a changé, grâce au nudge, le fait que chacun peut donner son corps à la médecine. Si vous ne voulez pas le donner, vous mettez une croix, vous envoyez un courrier. Avant, c'était le contraire. Donc maintenant, tout le monde est humaniste et donne son corps à la médecine. De la même façon, on devrait donner nos données pour apprendre mieux sur ce que nous sommes, sachant qu'on anonymise et qu'il n'y a aucun recours pour aller vous embêter après dessus. Voilà. On ne va pas remonter sur vos données personnelles. C'est un peu hors sujet, de toute façon, comme disait le monsieur. Oui. Une autre question, oui. Tant mieux. Les machines, pour l'instant, on dit qu'elles sont limitées, que ce n'est pas une vraie intelligence. J'ai lu un article qui disait, on dit que ça nous échappe un petit peu, un article qui disait que ces machines commençaient à faire des choses qu'on ne comprenait pas, par exemple à généraliser, à arriver à recouper des choses, enfin des débuts de raisonnement peut-être. Et si nous, de notre côté, on arrive moins à raisonner, si on a des enfants qui sont moins formés, est-ce qu'on risque pas à un moment finalement de se faire dépasser quand même par une certaine forme d'intelligence, qu'on l'appelle comme ça ou pas? On est déjà dépassé. Ça vous rassure? Parce que, prenez un truc.
les radiographies nous montrent bien. Enfin, je veux dire, il y a les médecins, ils sont dépassés par le fait que la machine est capable de montrer à des endroits des embryons de début de cancer que l'œil humain ne voit pas. Donc l'acuité des machines est supérieure à notre acuité. La bande sonore, j'entends pas les infrasons, j'entends pas les ultrasons. La machine les entend. Pour la vision, c'est pareil. Je vois pas les pixels, moi. Je vois un certain niveau. Donc, elle a une acuité hyper précise du petit, elle regarde en très large aussi, donc la machine, elle est supérieure à moi d'un point de vue perception. Ensuite, d'un point de vue décision, c'est pas forcément le cas, et c'est là où il faut hybrider, il faut comprendre les capacités supérieures qu'ont les machines. Donc, il faut arrêter de dire l'intelligence artificielle supérieure ou l'intelligence artificielle générale. Ça, c'est pour nous faire peur et je sais pas... Pour faire une petite pub pour mon bouquin, c'est vraiment mon bouquin est centré là-dessus, sur l'idée que moi aussi. est centré sur l'idée que l'intelligence artificielle fait des progrès de plus en plus impressionnants en matière, disons, de résolution de problèmes, mais que sur le plan de l'intelligence humaine, elle n'est pas du tout dans cette cour-là. C'est vraiment la cour des petits, la cour des grands. C'est pas du tout la même chose. Alors l'intelligence humaine, une fois qu'à partir du moment où elle a pris en main, en quelque sorte, avec son intelligence propre, qui implique le corps, l'engagement, les émotions, etc., qu'elle a réussi à réduire une situation donnée à un problème précis, alors là aussi, ça peut être l'intelligence humaine qui va résoudre le problème, ou l'intelligence artificielle, si on peut la lui confier, pour certaines choses seulement, ou un système hybride. Mais c'est à partir du moment où on en est arrivé à un problème que l'on peut effectivement comparer ou hybrider intelligence humaine et intelligence artificielle. Mais l'essentiel de l'intelligence humaine, c'est avant. C'est dans la rencontre avec une situation personnelle singulière. Et moi, je rajouterais encore quelque chose pour les radios. Je vais reprendre le même exemple, donc qui sont assez connus. Pour avoir rencontré des médecins, des radiologues qui s'occupent du cancer du sein à Paris, qui ont un type avec le plus grand corpus de données, ce qu'il m'a dit, c'est que les nouveaux médecins radiologues qui sortent, ils ont du mal à utiliser cet outil parce qu'ils font trop confiance à l'outil. Et donc, ils sortent des faux positifs, ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire des situations où ils pensent qu'il y a un embryon de cancer qui va démarrer. En fait, ce n'en est pas un. Qu'est-ce que ça a comme incidence pour notre société entière? Ça veut dire qu'on fait des biopsies en plus, ça veut dire qu'on fait des examens en plus qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, il ne s'agit pas de dire que la machine va nous embarquer pour faire ça, mais ce qu'il faut, c'est que ces jeunes médecins apprennent à utiliser ces outils et que ces outils soient suffisamment intelligents pour proposer qu'on fasse de nouvelles requêtes, qu'on regarde précisément pourquoi. Voilà, il faut apprendre à utiliser l'IA. On ne peut pas avoir comme ça le fonctionnement de la machine, parce que vous avez dit tout à l'heure dans votre question que la machine raisonnait. Elle ne raisonne pas. Elle abstrait, elle fait des mathématiques sur des grands nombres de données et sur du tout petit ou du très grand qui ne sont pas possibles à notre cerveau. Notre cerveau, il avance tout doucement. La machine, la possibilité de faire des calculs est monstrueuse maintenant. Donc, il faut utiliser ça, mais avec notre rapport à l'éthique du médecin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire, comment il va le faire. Et il faut outiller, et il faut apprendre. Et je pense qu'il faut mutualiser ces données, comme je disais à madame, mais il faut aussi que dans tous les métiers, on mutualise les bonnes pratiques. Et qu'on regarde là où la machine fait des erreurs, et qu'on puisse le mutualiser par vertical, c'est-à-dire les médecins, les radiologues ensemble, que les gens qui travaillent sur la voiture autonome le fassent aussi. Et je pousse, moi, tous les industriels à comprendre que face à ces machines, on ne sait pas encore exactement le pouvoir et les capacités qu'elles ont. On va le découvrir au fur et à mesure de l'utilisation. Et il faut absolument cette boucle rétroactive pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on va faire sur l'Europe, c'est pour le moyen risque, tout ce qui est à haut risque, eh bien, on va construire des façons de cartographier ce qui se passe. Et pour ça, on va pousser les industriels à avoir un niveau de transparence un peu plus élevé que ce qu'il y a maintenant. Comme tu disais sur GPT-4, c'est inadmissible qu'on sache après coup que c'était très différent. On l'a su quand même assez vite, mais bon. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait ce niveau de transparence pour qu'on puisse avoir un recul et qu'on puisse analyser pourquoi il y a eu telle erreur, pourquoi ça n'a pas marché, et qu'on avance. On est sur la production de systèmes qui ne sont pas déterministes, qui proposent des probabilités en sortie. Donc il y a une certaine incertitude, comme on l'a dit. Revenons à Blaise Pascal, ce géant qu'il faut relire absolument. Non, mais je vous encourage vraiment. Parce qu'il a tout compris. Il n'y avait pas de machine à l'époque. Il a inventé le début des probas. Il a inventé cette machine à calculer.
C'était un esprit incroyable. Et on ne l'a pas beaucoup écouté parce qu'il était, soi-disant, très religieux. Et donc, il y a le mystère. Ouais, et pas commode. Pardon ? Il n'était pas commode non plus, mais effectivement. Tu l'as rencontré, toi ? Quoi, non ? Bon, soyons ouverts, en tout cas. Non, bien sûr. Un géant. Oui, absolument. Non, la plus grande admiration. Donc, en un mot, peut-être, on peut dire que ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de domestiquer l'intelligence artificielle. L'apprivoiser. L'apprivoiser. Voilà. On va prendre une toute dernière question. Alors, 2 rapides. Allez-y, monsieur. Allez-y, ouais, allez-y. Est-ce que ce nouveau monde-là n'est pas en train de... comment dire ? Les gens, ils sont en train de régresser, j'ai l'impression. Parce que quand on voit les jeunes, ce qu'ils font aujourd'hui, on n'avait pas tous ces systèmes modernes, on n'avait pas tout le numérique, mais les gens, ils avaient une conscience, ils savaient prendre des positions pour faire le bien ou faire le mal, ils savaient ce qui était bien ou ce qui est mauvais. Mais quand on voit les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus de conscience. Je ne suis pas d'accord avec vous. Les choses qu'ils font aujourd'hui, avec toutes leurs machines, est-ce qu'ils ne sont pas en régression ? Est-ce que ça ne détruit pas leur progression, justement ? Si c'est artificiel, si c'est l'artificiel qui doit tout faire à notre place. Merci. Je suis moins pessimiste que vous, et je pense surtout que, disons, notre impression superficielle, si vous voulez, sur l'affaiblissement de la fibre morale chez les jeunes, etc., mérite d'être étudiée. Il faut regarder ça de près. Ça s'exprime peut-être différemment, mais moi, mon impression, personnellement, mais c'est anecdotique aussi, donc c'est vos anecdotes contre les miennes, donc il faut essayer d'étudier ça de près. Je ne pense pas que les enfants soient particulièrement plus mollassons sur le plan éthique que nous l'étions, nous. Il faut peut-être garder son... Je pense qu'il faut les encourager à comprendre que là, oui. Il y a un engagement à avoir. On ne le fait peut-être pas assez dans les médias, il faut leur faire confiance. Allez-y, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous parler des principaux dangers que des dictatures sortent leur système ? La Chine, par exemple. La Chine ou d'autres pays qui ont beaucoup d'argent qui pourraient... Je pense qu'effectivement, Hitler aurait vécu en ce moment. Il aurait eu un pouvoir énorme. Donc il y a ce problème géopolitique que l'ONU, tout le monde s'en rend compte. Donc il y a des discussions en très haut lieu pour essayer de trouver des façons de réfléchir ensemble. Mais il n'empêche qu'il y a des pays où il y a des drones armés, d'autres où c'est interdit. Voilà, tout n'est pas homogène. Les démocraties ont leur rôle à jouer. Le président Macron avait monté avec le Premier ministre canadien un groupe qui s'appelait Global Partnership on AI, où on travaillait sur les différences culturelles, parce que sur les émotions, par exemple, il y a beaucoup de différences, et sur les différentes innovations possibles, et comment on pouvait faire pour travailler sur le futur du travail ensemble. Tous ces sujets-là arrivent à des vitesses incroyables dans la société, et les industriels qui sont là n'ont pas tous envie d'y réfléchir. Pour l'instant, ils foncent sur le profit. Donc on a intérêt collectivement à dire on veut autre chose en Europe, par exemple, ce qu'on peut faire ici en tout cas. On veut des normes différentes, on voudrait qu'il y ait des régulations sur ces sujets, mais le paradoxe, c'est qu'on est tous en train de travailler ou d'avoir des outils qui sont américains. Votre téléphone, votre portable, tout est sur des systèmes américains. Oui. Et alors, pour conclure sur ou peut-être presque conclure, je ne sais pas, sur une note inquiétante, l'an prochain, c'est ce que les Américains appellent l'année des super élections. 81 élections au plus haut niveau, président, Premier ministre, parti, etc., vont avoir lieu l'an prochain, dont le Brésil, dont les États-Unis, dont... Ça peut basculer. Et chacun de ces pays est vulnérable à ces technologies, malheureusement. Bien sûr, ils sont mobilisés pour y résister, pour créer des antidotes, etc. Mais il n'y a pas de solution globale, définitive là-dessus. Et c'est effectivement un petit peu inquiétant. Là aussi, il faut être optimiste et se dire que collectivement, malgré tout, en tout cas dans les pays démocratiques, on va générer en quelque sorte des défenses qui ne seront pas parfaites. C'est un peu comme dans toutes les guerres et toutes les grandes maladies infectieuses. Quand même, le corps arrive en général à se mobiliser pour rejeter le virus. Mais voilà, c'est un peu incertain. C'est un peu inquiétant. C'est important en tout cas
s'en préoccuper. Merci beaucoup. Je vous invite à poursuivre la discussion avec Laurence ou Daniel. Laurence, que vous pouvez retrouver à travers sa pièce de théâtre. Et... La prochaine fois qu'elle va être jouée, c'est le 11 novembre à Agen et le 2 décembre à Saclay, à l'ENS. À travers ses ouvrages également, et Daniel, à travers l'ouvrage qu'on a présenté tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Je remercie beaucoup la ville du Havre.